Madame la représentante du préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le représentant de la ville d'Auxerre, monsieur le représentant des tribunaux, messieurs les conseillers généraux, je crois qu'il y a, oui, il n'y a pas de conseillers régionaux ce soir, et messieurs les présidents, les directeurs et tout le monde, les chers amis, hein, on va abréger. Monsieur le conseiller régional. Oui, et président de nouvelle agglomération, intercommunalité, pardon. Une nouvelle année, un nouvel élan, un nouvel espoir. Et de l'espoir, il en faut, peut-être aussi un peu de foi, un soupçon d'illusion et beaucoup de persévérance. Ou tout du moins un peu de folie, celle d'y croire encore, celle d'avoir envie, le goût du risque chevillé au corps pour avancer une année de plus, une année encore. Vous m'avez élu pour la première fois en 2008, au moment où le climat économique prenait un virage hasardeux, qui nous menait, nous, entrepreneurs, vers des horizons tortueux, remettant en question bien des acquis et bien des certitudes. Nous nous sommes adaptés, envers et contre tout, nous avons courbé l'échine, jamais sans rompre, remettant l'ouvrage sur l'établi pour repenser nos entreprises, réorienter nos investissements, repositionner nos marchés et spécialiser nos compagnons. La difficulté ne fut pas tant la remise en question, mais la longévité de cette épreuve, car force est de constater que les années se suivent et se ressemblent. Aussi, en cette période de vœux, j'ai eu l'occasion, lors de mes nombreuses rencontres dans le département, d'entendre 1000 fois l'exclamation optimiste de mes interlocuteurs, souvent élus ou responsables institutionnels, qui, me tapant sur l'épaule, me lançaient le fameux « ça y est, Madame la Présidente, c'est la reprise, on l'a entendu à la télé. Si, tout va mieux, ils l'ont dit. Non, vous n'avez pas l'air d'accord. Ne seriez-vous pas une éternelle insatisfaite, Madame Grémy, voire une fouture abat-joie? Eh bien non. Mais je vous le confirme, et ce n'est pas mon entêtement légendaire qui me motive, mais plutôt le sens aigu du devoir de transmettre le message le plus réaliste possible vis-à-vis de tous mes collègues entrepreneurs et artisans qui, pour bon nombre d'entre eux, sont comme Seuran, ils ne voient rien venir. C'est par honnêteté intellectuelle, au risque de déplaire, que je choisis de m'approprier la citation de George Orwell qui disait en 1984 « Dans ces temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. » J'aurais donc pu coiffer mon bonnet phrégien pour vous conter les chiffres de la conjoncture, qu'à force est de constater, et à regret, qu'il y a des fantasmes qu'on prend plaisir à entretenir, celui de la fameuse reprise. Car ce que chacun a entendu à la télé ou à la radio, c'est la conférence de presse de Jacques Chanu, notre président, sauf que les auditeurs ont toujours une oreille très sélective, et qu'à forte majorité, ils sont tous passés à côté de la phrase importante qui disait « Pour bienvenue qu'elle soit, cette reprise dont bénéficie le secteur ne doit toutefois pas occulter que le niveau d'activité de 2017, en volume, restera encore en deçà de celui enregistré en 2013. L'envolée des prix n'est donc pas pour demain. De plus, la tendance nationale masque de fortes disparités sur le territoire et sur les métiers. Tous ne connaissent pas, ne serait-ce que les prémices de la reprise. La question du traitement de la fracture territoriale reste entière. Voilà, la fameuse fracture territoriale dont parle Jacques Chanu. Nous sommes en plein dedans. Mieux vaut avoir son activité à Melun ou à Dijon qu'à Sens et Auxerre. Et les chiffres sont parlants, voire pleurants. Enfin, sans faire de catastrophisme, comme dirait mon fils de 15 ans, dans Lyon, c'est pas encore le swag. En effet, les chiffres à fin 2016 sont sans appel, notamment concernant le bâtiment résidentiel, avec des logements mis en chantier à hauteur de moins 16,7% par rapport à 2015, pour un pourcentage d'évolution des permis accordés de 0. Ce qui n'augure que de fantasmagoriques projets pour l'année prochaine. Alors que nous construisions près de 2500 logements en 2008,
1500 en 2010 et encore 1000 en 2014, nous sommes tombés sous la barre des 500 logements. Du côté du bâtiment non résidentiel, en construction neuve, les surfaces de locaux mis en chantier ont évolué à la baisse de moins 18% sur un an, pendant que les surfaces de locaux autorisés, donc les permis, baissaient également de 9,1%. Là encore, nous construisions plus de 200 000 m² dans Lyon de bâtiments en 2010, et nous n'en sommes que 90 000 m² cette année. Nos compagnons n'ont évidemment pas été épargnés par cette contraction d'activité, et c'est encore une perte de 4,1% d'emplois salariés dans la construction exclusivement, soit 232 personnes, ramenant à 5 456 leur nombre, quand nous étions près de 7 000 au début de 2008. Même les intérimaires de la construction ont baissé de 8,3% en 2016. En faisant un focus sur le chômage de Lyon, sur un total de 26 470 demandeurs d'emploi, pour un taux de 9,5%, près de 1550 salariés ont perdu leur activité. Un chiffre très inquiétant à mon sens est celui du taux d'employabilité communiqué par la préfecture hier, qui tourne autour de 1,1%. Alors qu'il y a 10 000 offres d'emploi non pourvues, dont beaucoup dans nos métiers. Là encore, le besoin de trouver des axes de dynamisme est crucial, sous peine de paupériser davantage notre territoire. Du côté des défaillances d'entreprises, sur le secteur de la construction, en 2016, quelques 230 sociétés en Bourgogne ont été touchées, pour 65 sociétés dans Lyon, soit une augmentation de plus de 57% sur l'année. Sachant que les liquidations judiciaires sont prononcées majoritairement, sans même passer par le redressement. Alors bien sûr, tous ces chiffres ne sont pas pour nous une surprise, au vu de l'année compliquée que nous avons tous passée. Les sondages, ce sont vous aussi qui les faites, les enquêtes de conjoncture, les tours de table lors des réunions, les regroupements d'informations de nos partenaires financiers, formateurs, prescripteurs, et le constat est sans appel, il n'y a pas suffisamment de travail sur le territoire iconais. Inutile de se raconter des histoires. Il y a urgence à rechercher une dynamique de développement économique dans notre département. Beaucoup d'entre vous travaillent hors de nos frontières et irriguent les territoires voisins économiquement plus dynamiques. Ces dernières semaines encore, bon nombre d'entre vous, du maçon au plaquiste, du miroitier au charpentier, avaient été nombreux à traiter vos appels d'offres hors de Lyon. Malheureusement, tous nos collègues ne sont pas structurés pour pouvoir développer leur activité hors du département, que ce soit pour des raisons matérielles ou des environnements concurrentiels trop marqués. D'autres indicateurs sont également à notre disposition pour comprendre pourquoi notre département iconais ne connaît pas le rebond des territoires limitrophes. C'est le concours de circonstances malheureuses bien connues maintenant, du manque d'intérêt pour les investisseurs privés de se projeter en zone C non défiscalisée, de la situation non tendue, voire très détendue de notre prisme géographique, avec des quotas de logements sociaux dépassés, auquel on peut rajouter malheureusement un niveau de revenus par habitant parmi les plus faibles de France. Dernier chiffre inquiétant décrivant les tranches de population de notre département, avec en 2016 plus 23% de personnes de plus de 60 ans, et sur 5 ans, moins 12% de jeunes de moins de 25 ans. Notre territoire vieillit. Ainsi, cela se traduit par une évolution des ventes de maisons individuelles d'à peine 5% en Bourgogne-Franche-Comté, quand elles grimpent de 17% dans le centre et l'Île-de-France, et même 13% en Rhône-Alpes. Et ce n'est pas mieux du côté des promoteurs, qui reculent également de 12% en Bourgogne, alors qu'elles progressent de 18 à 30% dans le centre de la France, et jusqu'à 36% en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce faible volume illustre la baisse des droits de mutation dont souffrent nos collectivités et la diminution majeure des travaux induits par ailleurs. En termes de secteur public, les chiffres à notre disposition sont également criants de vérité et retracent bien évidemment le contexte contraint dans lequel les collectivités et l'État fonctionnent, puisque pour le bâtiment non résidentiel, les locaux mis en chantier ont reculé de 70,5% dans Lyon.
Pour les locaux autorisés, toujours les permis donc, le retrait est également de moins 56%. Alors bien sûr, ici et là, à droite comme à gauche, chaque élu est fier et heureux d'avoir contribué à faire travailler les entreprises du secteur sur ces investissements locaux, et c'est bien normal. Il n'en reste pas moins que l'offre n'est pas à la hauteur de l'appareil de production disponible sur notre secteur. Nous sommes loin du compte. Faute de parvenir à trouver des sources d'économie de fonctionnement suffisantes, et faute de l'accroissement des compétences obligatoires onéreuses, les collectivités voient leurs enveloppes fondre comme neige au soleil, avec des conséquences en 2 temps sur leurs investissements. George Washington disait bien justement, si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme. Il y a en effet fort à parier que l'absence de travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments, voiries, routes et autres propriétés de l'État et des collectivités seront à l'origine de choix difficiles pour nous tous dans un futur proche. Au travers de portions de bâtiments ou de routes condamnées, au travers de la démolition de structures impossibles à rénover ou de revente de biens indigestes à entretenir. Voilà pour les derniers chiffres de 2016, peu réjouissants. Souhaitons que malgré tout, 2017 voit notre département rattraper le dynamisme économique de nos voisins. Car après tout, qui sait, tous les espoirs sont permis, puisque pour quelques jours encore, il nous est permis d'émettre des souhaits. Gageons que 2017 sera l'année de tous les possibles. 2 grands rendez-vous nous attendent d'ailleurs, en mai et juin. 2 événements qu'il ne faut pas croire anecdotiques, au risque de les manquer. En cette époque où les derniers enjeux électoraux dans le monde ont donné bien des sueurs froides et contrecarré tous les pronostics. Chassez vos déceptions, bannissez vos désillusions, assumez vos devoirs de citoyens en vos âmes et consciences, mais en plein exercice de votre démocratie, de grâce, allez voter. Remettre les compétences au cœur de l'action, reprendre le pouvoir par nos engagements au quotidien, ici à la Fédération, dans les urnes et dans les associations. Il faut reprendre notre rôle et être amis dans notre destin. Nous avons le pouvoir de faire changer les choses. Ne laissons pas les autres choisir l'avenir de nos entreprises. Martin Luther King disait « Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. » Les entreprises du bâtiment forment pourtant la colonne vertébrale du pays. C'est sur elles, sur leur capacité d'adaptation, qu'il faut s'appuyer pour permettre à la France de relever la tête. Après 9 années de crise, nous avons acquis la ferme conviction qu'un retour d'activité durable n'est envisageable qu'à la faveur d'une refondation profonde de pans complets de notre institution. Les défis sont nombreux, et s'il est impossible de les énoncer ici, on peut cependant interpeller nos interlocuteurs et les candidats aux futures échéances sur des besoins impérieux de reconstruction. Refonder la politique du logement et en finir avec les effets de stop and go des différents gouvernements entre dispositifs incitatifs et contraintes budgétaires. En finir avec une fiscalité immobilière hors sol. Remettre à plat l'ensemble des dispositifs de prélèvement qui grèvent l'investissement immobilier. Excusez-moi, j'ai trop ça. Résoudre la fracture territoriale entre les zones en pleine expansion démographique et d'autres qui se dépeuplent inexorablement. Il faudra moduler la politique du logement en fonction des attentes territoriales, car les zones rurales souffrent trop souvent d'un parc de logements inadapté à l'attente des populations locales. Il faudra un programme volontariste de redéfinition du parc immobilier. Identifier un chef de file chargé de l'aménagement du territoire à l'échelon intercommunal, capable de définir les priorités en matière de logement et d'infrastructures, et le plus à même de favoriser l'indispensable revitalisation des centres-bourgs. Nous devons également tendre à la mutualisation des réseaux consulaires pour permettre de mener conjointement des économies d'échelle et conserver un indispensable service de proximité. Il en va de même pour la refonte du RSI, qui doit répondre à la même logique d'efficacité territoriale. Simplifier la vie des entrepreneurs, car la France, qui contraint et réglemente de manière exagérée, dissuade les bonnes volontés de prendre des risques, d'innover et d'embaucher.
Trop de temps sont perdus aujourd'hui pour vous tous à s'assurer de la conformité au droit plutôt qu'au développement de l'activité. Surtout quand dans le même temps, d'autres intervenants sur les mêmes marchés sont exemptés de l'ensemble de ces règles et fraudent en toute impunité. Ces phénomènes combinés menacent notre apprentissage. Que dire de la création récente du compte personnel de prévention et de pénibilité, de la mise en place des commissions paritaires régionales pour assurer un dialogue social au sein des TPE, et bien d'autres encore, qui sont autant de nouvelles charges déconnectées totalement de la réalité du monde du travail. Trop, c'est trop. Pour éviter l'aboutissement à une économie de faible valorisation, celle du modèle low cost, une remise à plat du Code du travail est urgente, qui pourrait prendre la forme d'un Grenelle du Code du travail, afin qu'une fois pour toutes, les règles soient les mêmes pour tous, entre les auto-entrepreneurs et les salariés détachés, entre ubérisation et concurrence déloyale. Il est insupportable que nous ne soyons pas tous soumis aux mêmes règles. Pour éviter de transformer le marché du travail, et tout particulièrement nos chantiers, en zone de non-droit, il importe d'assurer le respect des règles en renforçant les corps de contrôle. Des contrôles drastiques doivent s'appliquer sur les chantiers et s'appuyer sur la carte d'identification du BTP mise en place par notre fédération et doivent également s'appliquer aux contrefaçons des matériaux et équipements qui se multiplient et font courir des risques majeurs à nos clients et à nos salariés. Faciliter le financement des entreprises qui, depuis 2008, ont sacrifié leur marge et leur trésorerie. Le besoin de crédit d'entreprise est majeur. Même si des progrès sont constatés avec la mise en place du médiateur du crédit pour les TPE et les PME, la faiblesse des trésoreries a une explication conjoncturelle, bien sûr, mais également structurelle, provoquée par le déséquilibre lié à la loi LME, qui a contracté les délais de paiement entre fournisseurs et entreprises, sans parvenir à contracter les délais clients. Parmi les plus mauvais payeurs, beaucoup d'efforts attendent de l'État et de ses collectivités, mais aussi de certaines administrations, au premier rang desquelles l'administration hospitalière, qui s'illustre dans des dérapages incontrôlés. Le futur chef de l'État devra également prendre des engagements majeurs en matière de transmission aux reprises pour éviter de voir disparaître dans les prochaines années un vivier important de créateurs d'emplois que sont les TPE-PME. Repenser la façon de bâtir pour faire face aux défis majeurs qui modifieront le paysage pour les 30 prochaines années, la transition énergétique d'une part et la transition numérique d'autre part. Pour que toutes les entreprises iconaises relèvent le défi du BIM dans les années qui viennent, le prochain gouvernement devra redoubler d'efforts pour développer la couverture à haut débit des territoires ruraux comme le nôtre, sous peine de voir se dessiner à nouveau une France à 2 vitesses. La France est et doit rester un pays de bâtisseurs. Et pour cela, tous ces chantiers doivent être menés de front par le futur président. Voilà pourquoi vous devez non seulement aller exprimer votre volonté d'électeur, mais aussi porter la parole de votre profession et accompagner la dynamique de votre branche professionnelle qui ne ménage pas ses efforts pour exercer avec force et persuasion son lobbying auprès des pouvoirs publics. 2017 sera également l'occasion de changements internes à votre fédération. En effet, j'arrive au terme de 9 années de mandat. Et le temps est pour moi venu de passer la main. Non pas que je veuille me détourner de mes engagements professionnels, certainement pas, mais le changement est nécessaire. Il est temps pour un autre entrepreneur, dans cette salle sans doute, de se lancer dans l'aventure du formidable syndicalisme patronal. Étant une femme d'engagement et de conviction, le temps est venu pour moi de tenter d'autres aventures, pour continuer à servir l'intérêt général et porter mes compétences au service du pays. Bien sûr, présider une fédération ne s'improvise pas. Cela requiert une connaissance approfondie des dossiers, des réseaux relationnels, du contexte économique et politique local. J'accompagnerai donc, pendant plusieurs mois, le ou la prochaine présidente de notre syndicat, afin de lui transmettre le maximum de connaissances et de conseils pour assumer la représentativité de notre profession
et assurer la défense de nos intérêts. Rassurez-vous, la passation se fera en douceur, avant que je ne laisse l'heureux élu s'envoler de ses propres ailes. Ce soir, je n'aimerais pas, je suis désolée. Cette fédération, vous savez combien j'y suis attachée et combien j'ai donné depuis 2008 pour la servir au mieux. Il me tient à cœur de passer le témoin du mieux possible pour garantir à la FNP de Lyon l'écoute, le respect et l'attention des interlocuteurs publics et institutionnels locaux. Toute cette année encore sera l'occasion de défendre haut et fort vos couleurs et de porter sur la place publique des dossiers ô combien stratégiques pour nous. L'Assemblée générale, positionnée un peu plus tard dans l'année, sera l'occasion de faire le bilan de ces 3 mandats, où vous m'avez accordé votre confiance, et bien sûr, et surtout, de fêter dignement cette passation. Dans la série des festivités, j'aurai également le très grand plaisir de vous réunir prochainement pour une autre cérémonie. En effet, comme certains le savent, j'ai eu le très grand honneur d'être promu au 1er janvier 2017 au grade de chevalier de la Légion d'honneur au titre du ministère de l'Économie et des Finances. À cet effet, j'aimerais sincèrement tous vous réunir autour de Jacques Chanu, notre président, qui me fera l'honneur de me remettre cette distinction. Ce sera sans doute le 8 mars, à confirmer avec la chancellerie. 8 mars, journée de la femme, ça ne vous a pas échappé. J'ai presque fini de vous embêter. Il me reste à vous souhaiter à tous, avec énormément d'espoir, une belle et heureuse année 2017. Que cette nouvelle année vous soit favorable et bénéfique, et qu'elle nous permette à tous de gagner tous les défis et de nous transcender. Car comme le dit un célèbre entrepreneur de la Silicon Valley, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit l'avion sur le chemin de la descente.